Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu te demandes comment devenir freelance. Il y a quelques jours, j'étais comme toi, je me posais exactement la même question. Je n'y connaissais absolument rien et j'avais peur de ne pas avoir les compétences, de ne pas savoir par où commencer ou encore de ne pas savoir comment trouver mes premiers clients. Alors j'ai décidé d'aller à la rencontre d'un expert pour avoir enfin la réponse à toutes mes questions. Cet expert en question, c'est Alexis Combaud. Fondateur de la chaîne YouTube Alexis devient freelance et créateur de contenu sur l'indépendance, Alexis a déjà accompagné plus de 50 personnes à se lancer dans leur activité de freelance et il connaît exactement les étapes à suivre pour réussir. Dans cette vidéo, tu vas découvrir la méthode étape par étape pour devenir freelance, les erreurs à éviter quand tu débutes et surtout les clés pour trouver des clients et vivre de ton activité. Avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne des makers. Alexis, enchanté, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, salut. Bah écoute, avec plaisir. Donc moi, je suis Alexis. Donc là, j'ai 30 ans, ça y est. Je suis freelance depuis 7 ans maintenant. Donc je me suis lancé direct après ma sortie d'école d'ingénieur. Donc je suis en analyse de données principalement, donc web analyst pour faire assez rapide. Et du coup, maintenant, je me suis lancé, vu que j'aime bien motiver les gens à se lancer en freelance parce que je suis fan du statut et de l'indépendance, etc., que ça propose. J'aime bien motiver les gens et donc j'ai lancé mon accompagnement et ma chaîne YouTube, mon LinkedIn, etc., dédié à ça, à parler de freelance, de vie indépendant, pour voilà, motiver les gens et leur donner tous les conseils qu'il faut pour se lancer concrètement, quoi. Ok, trop cool. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que c'est être freelance? Ouais, bien sûr. Bah, alors, en fait, tout se joue dans le statut, hein, c'est le fait d'être indépendant et donc de proposer tes prestations et donc tes services à des clients. Donc là, dans mon cas, c'est des entreprises, hein, pour le coup, qui ont du coup besoin d'analyser leurs données, etc. Et du coup, bah, en tant que freelance, donc t'es pas considéré comme un salarié, tu es un prestataire, donc tu vas pas appartenir à l'entreprise, mais tu vas être là sur une durée définie ou sur un projet ou autre. Et ensuite, bah, t'es pas non plus, on va dire, un entrepreneur qui a sa startup, etc. Parce que du coup, t'es quand même, voilà, tu n'es pas là à vendre une idée révolutionnaire ou quoi que ce soit, tu es là pour proposer tes services. Donc soit tu vends ton temps, on va dire, sur une durée d'un projet ou autre, soit tu vends du coup une prestation, donc quelque chose qui est réalisé, et tant que tu l'as pas fini, bah, tu continues de bosser dessus et de te payer pour, quoi. Ok. Donc, il faut forcément avoir une compétence technique pour se lancer en freelance. Ouais, quand même. Alors, que ce soit technique ou non, parce que généralement les freelances, c'est vrai qu'on dit souvent ça parce que c'est les développeurs, les data, etc. Enfin, c'est très souvent dans le digital. Mais maintenant, tu as de plus en plus de freelances qui sont dans l'immobilier, par exemple, en RH ou voilà, plein de métiers comme ça. Donc, c'est pas forcément une compétence technique, mais il faut quand même avoir des compétences, c'est sûr. Faut pas arriver en touriste et espérer, voilà, enfin, concrétiser tout ça. Faut quand même avoir quelque chose à proposer et de l'aide, on va dire, que tu peux proposer aux différentes entreprises ou à tes clients, peu importe quels qu'ils soient. Ok. Donc, du coup, est-ce que tu penses que tout le monde peut devenir freelance? Ou alors il y a un profil type en particulier? Ouais, bonne question. Alors, tout le monde, je dirais pas tout le monde, parce qu'il y en a qui ne vont pas avoir l'envie ou tout simplement, voilà, Hmm. pour qui c'est pas fait. Donc ça, c'est quand même important de se poser la question, est-ce qu'on a envie de vivre un peu dans cette vie-là, alors qui est pour le coup moi je trouve très cool, mais il y a forcément aussi des désavantages. Enfin, le côté un peu plus irrégulier, t'as un peu moins de stabilité forcément qu'en CDI, quand t'as ton confort, etc. Mais je trouve que les avantages valent largement la peine. Simplement, voilà, il faut avoir, on va dire, une petite mentalité un peu entrepreneur. Comme on l'a dit, avoir des compétences, quelque chose que tu peux déjà valoriser sur le marché, et forcément avoir envie de gérer ton projet, on va dire, de lancer quelque chose à ton nom, à ton image, et d'essayer d'avoir quelque chose qui se développe, enfin, de vouloir vraiment... je ne saurais pas comment l'expliquer, mais euh, ouais, c'est un peu le côté, c'est pas entrepreneur non plus, mais avoir envie de se projeter sur quelque chose et de faire de ta carrière, voilà, quelque chose d'un peu différent, d'un peu sympa. Donc c'est pas fait pour tout le monde, mais franchement, il y a quand même pas mal de, surtout dans le digital, c'est rare de trouver des gens pour qui ce serait vraiment pas fait, quoi. Et donc tu parlais juste avant des avantages justement. Pour toi, ce serait quoi les principaux avantages du statut de freelance justement? Ouais, alors le premier truc en général qui revient souvent, c'est les revenus, parce que du coup forcément, vu que t'as pas de mission fixe, etc., tu peux te permettre de facturer plus cher quand t'es en mission. Donc moi typiquement j'ai des missions longues, hein, pour le coup, ça veut pas dire que c'est le côté irrégulier, veut pas dire que c'est que du une semaine ou un mois à chaque fois. Moi je suis sur plusieurs années en général dans mes missions, donc ça non, c'est plutôt sympa et du coup tu factures pas mal, donc pas en tant que salaire, mais en tant que, enfin,
tu fais une facture tout simplement. Après, tu as soit ton statut d'auto-entrepreneur, soit ta société ou autre. Et donc là, forcément, les impositions sont un peu différentes. Mais en général, tu t'y retrouves pas mal. Donc revenu forcément, le côté liberté aussi que moi j'aime beaucoup, à la fois donc sur les horaires, enfin tu gères un peu ton planning comme tu le souhaites, si tu as envie de travailler un jour, tu le fais, sinon t'as rien à demander, on va dire, il n'y a pas de congé à poser 2 mois à l'avance, de congé imposé en été ou à Noël ou ce genre de choses. Ça, tu es quand même très libre. Pareil pour l'aspect géographique aussi, j'ai envie de dire. C'est quand même sympa voilà, de pouvoir télétravailler en général. Enfin, la plupart des métiers freelance sont quand même faisables à distance. Donc ça, c'est quand même assez cool aussi. Et je disais, ouais, la satisfaction, on va dire, d'avoir ton propre projet, de porter quelque chose et d'être vraiment valorisé à la hauteur de ce que tu apportes au client. Alors qu'en salarié, on va dire qu'il y a quelques petits bonus par-ci par-là, mais c'est sûr que peu importe ce que tu fais, on va dire, tu auras normalement la même paye à la fin du mois et à la fin de l'année. Donc c'est vrai que voilà, c'est le côté un peu plus valorisant. Ok. Et donc, imaginons, je suis un jeune ou pas, et je voudrais me lancer en freelance, mais je sais pas encore quelles sont les étapes à suivre ou quoi. Par quoi tu conseilles de commencer? Ouais, bonne question, parce que effectivement, il y a plein de gens qui pensent le faire, mais qui vont jamais vraiment au bout. Je pense que dans le premier temps, il y a quand même une phase de réflexion à avoir. Alors, effectivement, sur est-ce que c'est fait pour moi, etc. Mais ça peut être assez rapide normalement. Déjà, si tu t'intéresses à la freelance, c'est qu'il y a des grandes chances que ce soit adapté. Et après, il faut surtout aussi se poser sur qu'est-ce que tu veux vendre, enfin, en quoi tu es bon, tout simplement, comment tu peux te démarquer des autres, etc. Donc là, c'est des trucs à noter, hein, tout simplement. Il faut te faire un petit fichier avec, OK, quelles sont mes compétences, qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi, parce que c'est important. Est-ce qu'il y a de la demande, est-ce qu'il y a de la concurrence, voilà, plein de choses à étudier un peu comme ça. Ensuite, bah, il faut tout simplement aller se faire des beaux profils sur les différentes plateformes pour avoir pas mal de visibilité et pouvoir attirer des clients, on va dire que tu sois facilement visible et qu'on comprenne vite ce que tu proposes. Donc là, c'est du LinkedIn, du Malte et voilà, toutes les plateformes potentielles. Et après, je pense qu'il faut passer à l'action forcément avec le côté plus prospection active, d'aller contacter les gens qui t'intéressent, les entreprises potentiellement avec qui tu veux travailler, des recruteurs, si tu n'as pas encore trop d'idées justement, ça peut être des gens qui ont accès à pas mal de contacts, à un gros réseau. Donc voilà, dès que tu arrives à construire un peu ce réseau-là, etc., déjà tu marques un point, clairement, tu t'avances très franchement là-dedans. Et après, pour le coup, le côté administratif, ça passe plutôt derrière. Je sais qu'il y en a qui aiment le faire direct pour concrétiser un peu ça, mais c'est pas vraiment nécessaire. Voilà. Fais-le quand tu as déjà trouvé ta première mission et que tu es sûr de te lancer à fond. Mais c'est pas l'étape primordiale, quoi. Ok. Et donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui conseillent, par exemple, pour la première mission, d'offrir la prestation du service, de faire gratuitement. Toi, c'est quoi ton avis? Est-ce que tu conseilles de directement te fixer un tarif en fonction aussi de tes compétences ou d'offrir la première mission? Ouais, alors pour le coup, ça va dépendre beaucoup de ton activité, ça. Évidemment, si tu es monteur vidéo ou tu fais du design, des logos, quoi que ce soit, tu peux te permettre. Parce que voilà, si c'est que quelques heures ou quelques journées de taf grand maximum, pourquoi pas, si après ça débouche vraiment sur des contrats long terme avec des gros clients. Par contre, c'est sûr, alors typiquement mon exemple, moi c'est impossible, vu que c'est Hmm. des missions de plusieurs mois, plusieurs années, bon bah je vais pas commencer à sacrifier plusieurs mois. Donc voilà, là il faut juste faire tes preuves et être convaincant. C'est un peu comme des entretiens en CDI, hein, pour le coup, c'est faut tout simplement expliquer qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu as fait dans tes précédentes expériences, etc. Si tu arrives en plus à chiffrer un peu les impacts que tu as eus, c'est sûr que c'est encore mieux. Mais non, effectivement, ça peut se faire pour certaines activités, pas pour toutes. Mais sinon, oui, c'est sûr que ça peut être une bonne idée. Tant que tu arrives à te démarquer et à inspirer confiance, pourquoi pas, quoi. Et donc, pour toi, ce serait quoi les compétences vraiment clés à développer pour réussir en freelance? Alors, pareil, encore très dépendant des activités, évidemment. Donc, on va sortir des compétences techniques de chaque Oui, oui. activité. Mais je pense que l'aspect motivation, discipline, régularité, etc., c'est ultra important. Parce que du coup, alors, motivation pour avoir le cran, on va dire, de te lancer et avoir un engouement au démarrage qui voilà, fait que tu vas aller jusqu'au bout de ton projet. Et ensuite, tout l'aspect discipline, etc., c'est parce que quand tu auras des refus, par exemple, lors de ta prospection, etc., tu auras sûrement des gens qui vont pas te répondre, qui vont te dire bah non désolé, je sais pas ce que tu me veux, dégage de là. Et donc ça forcément voilà, ça va arriver et il faut tout simplement faire abstraction et surtout voilà garder on va dire une trace de tous les contacts que tu as pris, de chaque refus s'il y en a parce que ça peut t'aider à trouver comment améliorer tes futures prises de contact. Donc tout ça voilà, c'est pour moi assez important. Évidemment un peu de relationnel hein, quand même, il faut avoir une bonne communication.
savoir garder les contacts avec les différentes personnes avec qui tu travailles, etc. Parce que le réseau, c'est quand même très important. Mais surtout, voilà, être sympa aussi, ça joue, hein, on n'en parle pas assez, mais quand quelqu'un a le choix entre deux personnes en entretien qui ont plus ou moins les mêmes compétences, forcément, il va prendre la personne avec qui il a le plus envie de travailler, surtout si c'est quelque chose de long terme, etc. C'est quand même cool d'être assez transparent et voilà, authentique, tout simplement. Et pour des missions long terme comme ça, justement, comment tu vas fidéliser ton client? Bah alors, si c'est vraiment long terme directement, il faut savoir se rendre un peu indispensable, on va dire. C'est-à-dire que du coup, si tu proposes des bonnes prestations d'entrée de jeu et que du coup, bah, tu fais en sorte que l'entreprise ait forcément besoin de toi, sinon ça va les mettre un peu en galère, ou ils vont avoir du mal à retrouver quelqu'un comme toi, ça forcément, voilà, c'est assez facile et évidemment que c'est plus facile de trouver, enfin, pardon, de réitérer avec un même client plutôt que d'en trouver un nouveau. Et c'est la même chose pour une entreprise, hein. S'ils ont quelqu'un qui commence à connaître leur écosystème, leur environnement, évidemment qu'ils vont préférer le garder, même s'il y a des augmentations et des choses comme ça. Ils vont préférer le garder plutôt que de reprendre quelqu'un et de le former de zéro. Donc ça, évidemment, c'est toujours plus facile en prestation de long terme. Après, pour du court terme, bah, effectivement, il faut trouver un peu de l'upsell, on va dire, moyen de montrer que voilà, tu peux aller plus loin dans leur démarche, tu as trouvé la petite idée qui ferait changer un peu la donne de leur côté, etc. Et donc, si t'es multicasquette, on va dire, tu peux aller creuser ces différentes pistes et les aider là-dessus, en tout cas leur proposer tes services. Ouais. Au niveau de l'organisation dans la journée, etc., quels outils, toi, tu vas utiliser ou tu conseilles d'utiliser, justement? Alors, bah, moi, j'ai un Notion, tout simplement, qui me fait office de to-do list, etc. Donc, ça, c'est quand même important. Alors, peu importe l'outil, honnêtement, mais une to-do list, c'est vraiment nécessaire. Dans la vie de tous les jours, hein, on parle de freelance, mais même pour tout le monde, c'est quand même cool de penser à faire, voilà, quand tu rentres le soir, toc, faire ton petit mail à je ne sais quelle organisation ou autre. C'est toujours important d'avoir quelque chose de noté. J'ai aussi, bah, du coup, les fichiers un peu qu'on évoquait sur tous les contacts pris, la prospection, etc. Ça, surtout quand tu es en recherche active, c'est important de garder un peu une trace de tout ça pour tout simplement savoir quand relancer les gens, est-ce que j'ai des pistes qui sont plus ou moins avancées, etc. Donc, c'est bien de garder des traces. Ça peut être sur un Excel ou un Google Sheet, hein, pas besoin d'innover de fou. Et voilà, si tu as un outil pour ça, c'est toujours bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Bah, évidemment, les réseaux, forcément, du LinkedIn, des plateformes. Ça, c'est quand même assez efficace. Enfin, et surtout que c'est gratuit, donc c'est du temps bien investi au début. Tu fais des beaux profils et après, tu repasses de temps en temps pour être un peu actif, etc. et voir ce qui se dit. Mais ouais, c'est mes outils principaux, on va dire. Ok. Et au niveau des plateformes, justement, ça va être quoi par exemple, le top 3 des meilleures plateformes pour trouver des clients? Alors Malte, forcément, ils ont, je vais pas dire un monopole, mais ils sont quand même très très présents. Donc moi, c'est même grâce à eux que j'ai trouvé ma première mission. Donc c'était quand même assez sympa. Alors c'était il y a 6 ans et demi, donc forcément, ça a bien changé. Il y a plus de concurrence, etc. Mais il y a aussi plus de clients. Donc c'est ça qui est sympa, c'est que forcément tout progresse et je pense que la freelance a un bel avenir devant elle. Et donc Malte, qui est forcément un incontournable, évidemment, il faut faire un profil et l'optimiser au max. Ensuite, j'en ai pas mal d'autres. Il y a du collective, il y a du crème de la crème, Comet, Freework, voilà. Il y en a pas mal. Mais après, je sais qu'il y en a même une infinité, on peut le dire. Mais ça sert à rien non plus d'aller copier-coller ton profil vraiment partout. Parce qu'il y a pas mal de plateformes qui ont vraiment peu de volume en termes de missions. Donc autant profiter du temps que tu as dispo pour aller contacter des gens plutôt que de faire des profils sur des plateformes qui ont 3 visiteurs par mois. Donc voilà, à toi de juger après, évidemment, comment tu répartis un peu ce temps-là, quoi. Et tu parlais justement de l'avenir de la freelance. Et nous, il y a une question qu'on aime bien poser, c'est l'avis qu'on a sur l'IA. Toi, c'est quoi ton avis sur l'impact de l'IA sur les métiers de freelance? Comme c'est souvent en télétravail, souvent dans le digital, ça a été pas mal impacté. Ouais, forcément. Alors, dans mon activité directement, pas encore tant que ça. Forcément, un peu de ChatGPT, etc., mais pas non plus. Enfin, voilà. Ça n'a pas changé ma vie au quotidien. Forcément, bah, y a plein de métiers, bah, typiquement tout ce qui est l'artistique, etc., on voit que ça a un impact énorme. Donc, tous les designers, graphistes, monteurs freelance ou autres, c'est sûr qu'il y a plus de questions à se poser. Et dans ces cas-là, alors je pense qu'il ne faut pas non plus s'apitoyer sur son sort. Et il vaut mieux, du coup, apprendre à utiliser l'IA plutôt que de se dire, OK, tout est fini pour moi. Mais voilà, c'est une question d'évolution, on va dire. Je pense que c'est ceux qui seront les plus avec la plus grande facilité d'adaptation qui réussiront. Et je pense qu'il n'y a pas non plus de blocage particulier, mais c'est sûr que ça va faire gagner du temps à pas mal de gens, quoi. À quoi va ressembler une journée type
de quelqu'un qui travaille en freelance? Alors pareil, il y a une grosse distinction entre des gens qui sont au forfait, donc sur des petites missions, etc., et des missions longues comme moi, où du coup, moi, je suis chez le client, tout simplement, alors que je suis en télétravail ou directement dans leurs locaux. Je suis dédié à un client principal, donc c'est un peu équivalent à un salarié classique, sauf que j'ai un peu d'administratif. Alors, c'est très léger, on est de l'ordre d'une demi-heure par mois, donc franchement, rien de dramatique. Un peu d'administratif, un peu de réseau, justement, pour entretenir tout ça. Moi, du coup, j'ai mon activité à côté d'accompagnement de freelance. Donc forcément, ça me fait créer du contenu, etc. Donc, le soir et les week-ends sont quand même bien chargés. Mais sinon, quand tu es à la presta, c'est sûr qu'il faut toujours avoir une bonne gestion de tes projets. Euh, Évidemment que tu peux en avoir plusieurs en même temps, etc. Mais après, c'est une histoire de planning. Donc, il faut quand même bien gérer tout ce qui est communication, surtout ne pas laisser des projets un peu en plan sans avoir de nouvelles, etc. Ça, c'est quand même super important. Mais non, c'est du assez classique, hein, franchement. C'est pas si différent d'un salarié. C'est juste voilà, une histoire de statut et d'avantages, d'inconvénients, mais c'est pas sur le quotidien, on va dire, sur tes journées que ça va se répercuter le plus, quoi. Ok. Donc, t'en as parlé un petit peu juste avant de ton accompagnement, justement. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que c'est et ce que tu proposes? Ouais, carrément. Bah justement, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent à se lancer. Et moi, en fait, depuis que je me suis lancé, je suis tellement fier et content de toute cette aventure que je me dis, il faut que je le fasse vivre à tout le monde. Alors, tout le monde, c'était un petit peu ambitieux, mais en tout cas, j'ai commencé par des proches et pareil, trop content. Ils ont trouvé une mission assez rapidement, etc. Et ils se sont dit, bah, on aurait dû le faire plus tôt, tout simplement. Donc, je me suis dit, ok, autant lancer donc une chaîne YouTube et du coup mon LinkedIn dédié à ça. Donc, j'ai commencé il y a 1 an et demi à faire du contenu, etc. Et ça a pas mal plu, hein, donc à la fois pour motiver les gens, pour leur donner les erreurs à ne pas faire, les conseils du coup pour bien se lancer, comment trouver tes missions, etc. Et à côté de ça, du coup, on m'a demandé littéralement de les accompagner de façon plus personnalisée, parce que forcément, quand tu t'adresses à beaucoup de gens, c'est des conseils un peu génériques. Et du coup, les gens voulaient, voilà, vu que ma situation est un peu particulière, j'aimerais bien que tu m'aides sur ça, ça et ça. Et donc, j'ai commencé à lancer des coachings et cet accompagnement, du coup, de A à Z, tout simplement, où on parle de quelqu'un qui est actuellement en CDI ou qui sort d'école ou quoi que ce soit, et on l'emmène jusqu'à sa première mission. Donc à la fois donc en définissant son offre, en l'aidant à optimiser tous ses profils, etc., gérer sa prospection, gérer l'administratif. Donc tout ça, voilà, avec des appels donc chaque semaine, 1 heure en visio pour vraiment être en mode un peu duo, tu vois, qui s'entraide dans cette aventure. Même moi, ça me permet de revivre un peu cette aventure du démarrage, etc. Donc ça me plaît bien aussi. Mais voilà, le but c'est de faire un truc un peu humain qui change aussi forcément de toutes les formations un peu vidéo. Où, du coup, bah, d'accord, tu as les conseils, mais si tu les appliques pas derrière, c'est pas très utile. Donc là, bon, voilà, je suis là pour pousser un peu tout ça et le but, c'est de pas s'arrêter tant que t'as pas la mission qui vient derrière. Et en général, mission longue, forcément, pour être un peu garanti d'avoir une stabilité, quoi. C'est sûr, ah bah c'est top en tout cas. Et justement, en termes d'erreurs à ne pas faire, c'est quoi toi les erreurs fréquentes que tu vois chez les débutants qui veulent se lancer, ou même chez les non-débutants qui continuent à faire? Oui, alors là, il y en a plein, forcément. À chaque stade, on va dire, de ton aventure, de ton évolution, il y aura des erreurs qui vont arriver. J'en ai moi-même fait plein, hein, il y a pas de miracle. Euh, Au démarrage, ce que je dirais, c'est que les gens, voilà, aiment bien se focaliser sur l'administratif, la fiscalité, machin. Alors, ça, évidemment, c'est important et justement, dans mon accompagnement, je passe du temps à essayer d'optimiser tout ça. Mais il faut pas que ça te prenne 90% de ton esprit et que du coup, t'aies que 10% dédié à la recherche de ta mission, qui est quand même l'élément le plus important selon moi. Et donc justement, les gens ont tendance à un peu s'éparpiller. Il y a tellement de choses à faire quand tu veux te lancer, tellement de possibilités, on va dire, pour te faire connaître, pour aller contacter les gens, qu'il y a pas mal de gens qui procrastinent, qui du coup se focus sur les mauvaises actions. Aller voilà, mettre une demi-heure à choisir la couleur de ton site web, ton portfolio, etc. Bon bah, ça va pas avoir un effet impactant tout de suite. Alors que si tu envoies une dizaine de messages sur LinkedIn à des entreprises qui recherchent quelqu'un, là forcément tu es plus garanti d'avoir des retours en tout cas impactants. Ouais. Donc ouais, il faut plutôt miser sur le concret et ça c'est une erreur assez récurrente. Sinon donc ouais, par le focus administratif et le fait de s'éparpiller, bah forcément la gestion des contrats aussi ça peut être important. Le fait de bien relire ses contrats pour pas se faire avoir, surtout sur les premières missions, sur les délais de paiement, sur le contenu réel de la mission, ce genre de choses. Donc non, pas mal de petites choses. J'ai dû faire quelques petits posts LinkedIn là-dessus, donc il faudrait que je retourne voir en détail tout ce que j'avais mis. Mais ouais, non, forcément, il y a des petits conseils qui te permettent d'éviter pas mal d'erreurs. Et justement, je voyais un tweet il y a pas longtemps de je sais plus de qui, mais qui parlait justement des retards de paiement ou des fois de ne pas du tout se faire payer.
Et justement, ça m'intrigue. Toi, quels sont tes conseils, des clauses à mettre dans les contrats ou comment tu gères ça justement quand un client tarde un peu à payer? Ouais, alors déjà, je pense qu'il y a un truc en amont à faire, c'est aussi bien s'assurer que le client est fiable. Donc dès que tu es Mm. avec une grosse boîte, il n'y a pas trop de soucis, hein. Enfin, tu vois, là, je suis chez Louis Vuitton, je me pose pas trop la question du paiement derrière, même s'il a un peu de retard ou quoi, bon, les process sont très, très bien faits. Par contre, c'est quand tu es avec un plus petit client et même peut-être des startups ou des mecs à leur compte, c'est sûr qu'il faut faire quand même attention à d'une part qu'il ait un peu de trésorerie en réserve pour pouvoir te payer, niveau financier. Et après, voilà, la fiabilité, si tu sais que d'autres gens ont travaillé avec lui, etc., c'est quand même bien de se renseigner un petit peu. Parce que c'est vrai que si tu investis plusieurs mois de ton temps et qu'à la fin, tu Ouais. es plutôt en mode. Voilà, tu commences à hésiter sur le fait que tu vas recevoir tes sous, c'est quand même un peu compliqué. Mais après, ouais, effectivement, ça se joue sur le contrat en lui-même. Donc, à la fois le délai de paiement qui est normalement mentionné là-dessus. Évidemment, il faut vérifier les montants, tout l'aspect préavis aussi, quand même. C'est quand même quelque chose qui est. Dans les missions longues, tu as quand même envie de vérifier qu'on peut pas te virer du jour au lendemain et que toi aussi, pareil, dans le sens inverse, faut quand même être respectueux de l'entreprise et pas partir du jour au lendemain non plus. Mais sinon, sur les paiements en soi, il n'y a pas trop de méthode miracle. Forcément, si le mec veut pas te payer, c'est quand même celui qui a l'argent en général qui a le plus de pouvoir, hein. C'est ça Ouais. qui est un peu quand même problématique. Mais sinon, non, forcément, à part des relances et de la motivation, de la détermination, il n'y a pas beaucoup plus de conseils que ça à avoir. Si on veut pas te payer, c'est sûr que c'est toujours un peu délicat. Ça m'est jamais arrivé, hein, pour le coup, c'est quand même assez rare, hein, faut le dire. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des petits soucis des fois sur les très petites boîtes ou des gens qui ont une trésorerie limitée. Ouais. Ok. Et donc, comme tu as accompagné pas mal de gens justement à se lancer en freelance, ça va être quoi à peu près la moyenne de temps pour passer de tes débuts à pouvoir vivre de ton activité? Alors, je vais reprendre exactement mon exemple. Moi, typiquement, je m'étais laissé donc 3 mois en sortie d'école pour trouver une mission. Donc, en sachant que je parle de mission longue uniquement, hein, pas le truc d'une semaine qui te Hmm. garantit pas grand-chose pour la suite. Moi, c'était vraiment mission longue d'entrée de jeu. Et au final, j'ai trouvé au bout de 3 semaines. Donc là, pour le coup, donc c'était 3 mois. Enfin, j'avais signé pour 3 mois renouvelables et ça a duré 1 an et demi. Donc voilà, je considère que c'est très stable. Derrière, en plus, j'ai retrouvé assez vite, etc. Donc forcément, ça fait plutôt plaisir et ça met en confiance, on va dire, pour la suite. Donc c'est évidemment très aléatoire en fonction de toi, tes démarches, ton implication, etc. pour trouver cette première mission. Forcément, c'est très dépendant. La saisonnalité aussi, forcément, la période. Évidemment, qu'en juillet, août, tu auras peut-être un peu moins de gens qui vont chercher. Pareil, fin décembre, bon, bah, tu sais bien qu'aussi c'est très calme. Donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Et c'est sûr que si tu arrives à décrocher une première mission longue, qui est en général la plus dure, hein, forcément, c'est normalement une bonne chose. Enfin, tu as fait un grand pas vers la suite parce que les suivantes sont beaucoup plus faciles à avoir. Tu auras du coup peut-être des recommandations justement de ton employeur, enfin ton client là-dessus. Tu auras des premiers avis sur les plateformes, etc., etc. Donc c'est la première mission qui est la plus dure. Et normalement, en 2, 3 mois, tu peux réussir à faire quelque chose de bien, ouais. Oh, trop cool en tout cas. Donc, est-ce que tu aurais un conseil à quelqu'un qui écoute cette vidéo et qui hésite à se lancer? Alors, déjà d'aller voir mes vidéos, justement. Si je peux donner le maximum de conseils, c'est fait pour, donc avec plaisir. Évidemment, alors, si tu as l'occasion de te lancer, donc que ce soit parce que tu termines un préavis ou autre, c'est quand même le meilleur timing selon moi. C'est justement le moment où il faut te donner ta chance. Et justement, comme j'ai fait un petit peu, te motiver et te dire, OK, je me laisse 3, 4, 6 mois pour trouver cette mission. Évidemment, il faut un peu de trésorerie de côté, hein, faut pas se mentir. Faut pas avoir 4 euros sur le compte, sinon ça peut vite te mettre dans la merde financièrement. Donc là, je te conseille évidemment de rester en CDI si c'est le cas. Mais si tu as quelques mois, on va dire, d'avance, ça vaut le coup, on va dire, de tenter le coup. Même sans faire les démarches administratives, ce genre de choses. Tu vois, si c'est ça qui te fait peur, tente le coup juste d'aller trouver les premiers clients. Tu vois ce que ça donne. Si ça marche pas, tant pis, tu auras essayé. Et je pense que tu auras bien appris d'ailleurs. Tous les contacts que tu vas avoir avec les professionnels, etc., c'est quand même c'est bien de s'y faire et de mettre un premier pas là-dedans. Et sinon, bah, tant pis, t'auras essayé. Mais je pense que si ça fonctionne, tu seras pas déçu du voyage. En général, c'est quand même, voilà, c'est quand même bien cool. Enfin, moi, je suis fan de ça. Tous les retours que j'ai à chaque fois, c'est des gens qui font pas machine arrière, hein, clairement. Une fois que tu as mis le pied dedans, en général, c'est dur de revenir au salariat classique. Mais du coup, non. Juste un mot, c'est te lancer, quoi. Oser le faire. Avant de finir, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver justement? Tu nous as dit YouTube et LinkedIn, c'est ça? Ouais, exactement. Donc YouTube avec Alexis devient freelance, comme nom de chaîne. Donc LinkedIn, Alexis Combo. Et du coup, ouais, mon petit accompagnement, si ça intéresse certains. Je pourrais vous mettre le lien évidemment, comme ça, bon,
on peut rester en contact. Carrément. En tout cas, merci beaucoup Alexis, c'était un plaisir. Et puis je te souhaite bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Salut, ciao. Si la vidéo t'a plu et que l'accompagnement d'Alexis t'intéresse, tu pourras retrouver le lien dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne des Makers. Et surtout, dis-moi en commentaire quel expert tu aimerais qu'on interviewe la prochaine fois.